Thomas Snegarov, bonjour. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po à Paris, spécialiste de l'Europe et au fil du temps, vous êtes devenu un spécialiste des États-Unis auquel vous avez consacré plusieurs livres. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un bon steak, un plat bien viril, apprécié par les Américains, parce que dans votre dernier livre, L'Amérique dans la peau, vous expliquez qu'en fait, depuis toujours, pour devenir président des États-Unis, il faut être viril. Oui, alors ce steak est un peu petit, parce que quand on est un président ou un candidat et qu'on doit être viril, il faut manger d'énormes morceaux de viande. On racontait par exemple que Lyndon Johnson mangeait des steaks en forme de Texas et de taille gigantesque, parce que, comme l'a écrit un Américain avant moi, ingérer le territoire et ingérer la nourriture, c'est un peu la même chose finalement. Et effectivement, dans l'idée de la virilité, c'est pas uniquement être quelqu'un de viril et fort, c'est aussi incarner quelque chose, et incarner quoi? Notamment cette capacité à être un pionnier, à réinventer en permanence cette histoire de l'Amérique, cette histoire de la frontière à conquérir. Et manger des steaks, c'est encore une fois maîtriser la nature également. Mais en bref, il faut être viril, il faut être fort pour incarner la nation américaine qui est censée être forte. Oui. On pourrait résumer les choses comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est l'essentiel, je crois, du livre. C'est le passage entre une idée de la présidence, une idée de l'Amérique et une incarnation dans le corps même du président qui doit incarner cette virilité. Il est très difficilement concevable même d'imaginer une femme à la tête des États-Unis ou quelqu'un qui ne jouerait pas la carte de la virilité, même si il y a des moments dans l'histoire des États-Unis au XXe siècle où il y a eu plus d'attentes de virilité qu'à d'autres moments. Et alors si je comprends bien, aux États-Unis, on pourrait se passer des élections, on pourrait faire un bras de fer entre les candidats à la Maison-Blanche. Alors c'est un peu ça, c'est vrai que ça pourrait ressembler un peu à ça, les campagnes électorales américaines. De moins en moins, je crois, parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver un véritable ennemi désigné. Ben Laden est mort, Kadhafi aussi. On est dans des guerres économiques. Le Chinois, est-ce que c'est l'adversaire? Oui, mais c'est aussi le partenaire. C'est plus compliqué aujourd'hui. Mais vous avez raison, dans les années 50, c'est aussi ça, être président des États-Unis. Mais c'est vrai, tous les Américains ont usé et abusé de leur corps. Quand on pense à Reagan, on voit bien, il jouait au cow-boy. Mais un type comme Roosevelt, par exemple, il était handicapé, non? Oui, il était handicapé, mais personne ne le savait. Il voulait surtout pas que ça se sache. Et il avait attrapé la polio en 1921 et il a joué doublement de son corps. D'abord en disant aux Américains en 1932, alors que l'Amérique était en crise depuis 29, en leur disant « J'ai réussi moi-même à me sauver de ma maladie, je vais sauver l'Amérique ». Et le malade devient le docteur de l'Amérique. Donc c'est une idée extrêmement importante. Et puis ensuite, donc ce triomphe de la volonté. Et puis après, dans sa rhétorique, il n'y a de cesse que de montrer qu'il est capable d'avancer, d'où masquer aussi ce handicap. Il marche avec des béquilles en permanence, des attelles dans son pantalon, de la couleur de ses chaussures pour qu'on ne voit pas qu'il a des attelles. Donc le mensonge peut-être aussi fait partie aussi de la présidence. Je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Je m'appelle René Zaillant, je suis professeur de psychologie politique à l'Université de Louvain en Belgique. Les grands présidents américains ont su rallier le peuple en période de crise, malgré le clivage entre les démocrates et les républicains. Je pense à Roosevelt, je pense au président Ronald Reagan surtout. Sa communication était basée sur l'assurance, la jovialité, la sociabilité, large sourire, rire, et surtout l'empathie. Comprendre les problèmes du peuple et faire comprendre les intérêts de l'Amérique. Il était représentatif. Au contraire, les dirigeants de l'Union européenne, la Commission, le Parlement, le Conseil, souffrent d'un manque de charisme singulier. C'est reconnu, c'est déploré. Ils ne sont pas perçus comme des vrais leaders, ils ne sont pas convaincants, ils ne sont pas suivis. La question que je vous pose, M. Snegarov, est celle-ci. Pensez-vous que la communication politique soit plus importante aux États-Unis d'Amérique qu'elle ne l'est dans l'Union européenne? Réponse. Alors je ne pense pas qu'elle soit plus importante, c'est effectivement là qu'elle a été inventée, mais surtout, je crois que la grande différence entre les dirigeants européens, notamment des institutions européennes et des États-Unis, c'est que finalement le président américain est le seul à incarner l'unité de la nation. Et du coup, son corps et le corps de l'Amérique finalement ne font qu'un et fusionnent. Alors qu'en Europe, le corps de Van Rompuy, le corps de Barroso, le corps de chaque président et de chaque Premier ministre des 27 États membres, tout cela, et après des présidents des assemblées nationales, tout cela quand même crée une distance entre le président, le dirigeant et le peuple qu'il est censé incarner. Donc je crois qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de plus fort qui est du ressort de l'identification. Les Américains veulent s'identifier dans une figure cardinale qui est le président des États-Unis. Et cette identification, elle passe bien souvent par la communication politique, par l'image d'un corps. Alors, ça veut dire
dire que le corps a moins d'importance ici, en Europe, par exemple en France. On se souvient quand même que François Hollande, avant la présidentielle, il a travaillé son corps, il a maigri. Alors vous avez raison, c'est un outil politique évidemment de persuasion. Je pense par exemple que François Mitterrand, en 1981, on le sait, avait fait beaucoup travailler sur sa gestuelle et sur son corps. François Hollande, c'est le plus net. Il a tout de même lui-même dit qu'il avait maigri parce que quand il était à la tête du Parti socialiste, sa rondeur était parfaite pour incarner la synthèse au sein du parti, mais qu'il avait compris que pour être président, il fallait davantage cliver. Et cette maigreur, cet amaigrissement physique signifiait, selon lui, cette capacité à cliver. Donc bien sûr, on a là des parallèles intéressants, peut-être une forme d'américanisation de notre vie politique française. Alors François Hollande, il joue beaucoup sur la normalité, hein, on le sait. Est-ce que c'est un truc qu'on retrouve chez certains présidents américains? Jimmy Carter, par exemple, il avait joué sur ce côté président ordinaire. Alors tous jouent ce côté d'ordinary man. L'homme ordinaire, on ne dit pas normal, on dit ordinaire aux États-Unis. Normal, c'est une invention un peu française. Mais effectivement, vous avez raison, certains sont allés beaucoup plus loin que d'autres. Jimmy Carter qui succède à un président anormal, qui était quand même Nixon, avec la parenthèse forte entre les deux. Mais ça lui a porté malchance, puisque, vous savez, dans le mythe américain, l'homme ordinaire, c'est un peu l'idée que n'importe qui peut devenir président des États-Unis. Et ça, les Américains adorent, ça réactive un mythe, tout est possible en Amérique. Mais Carter est allé trop loin. Mais surtout, ils ne veulent pas que n'importe qui soit président. Et du coup, c'est parfait pour arriver à la Maison-Blanche, mais une fois qu'on y est, ils veulent un retour de sacralité. Et peut-être, et il faudra analyser ce qui se passe en France, mais qu'à un moment donné, les Français ne voudront plus forcément d'un président normal, mais ils voudront peut-être de quelqu'un d'anormal, anormal, qui resacralise la fonction et qui incarne quelque chose de plus qu'un homme ordinaire qui achète des compotes et qui vit à l'Élysée. Carter, il a fait quoi comme gaffe, par exemple? Il en a fait plusieurs, mais par exemple, lui, c'est pas vraiment une gaffe. Mais son caractère le plus normal, alors il portait son sac lui-même, etc. Mais aussi et surtout, un jour, il a demandé de l'aide aux Américains. C'est ce malaise speech où il demande aux Américains « Aidez-moi face à la crise, je ne sais plus comment faire ». Et ça, les Américains, on en revient à notre steak et à la virilité. Un homme viril, un homme fort ne demande pas de l'aide, il guide. Et ça a été dramatique et il a échoué face à justement Ronald Reagan en 1980. C'est un peu ce qu'a fait Sarkozy également. Oui. C'est quoi la différence entre un électeur américain et un électeur européen? Alors, je crois qu'un électeur américain, il cherche, et je le répète, à s'identifier dans la personne qu'il va amener à la Maison-Blanche. Je crois que le clivage entre républicains et démocrates est beaucoup moins important qu'on ne le pense souvent en Europe. Il n'y a qu'à voir les évolutions des sondages. Une publicité négative, vous avez 10 points d'écart qui bougent dans les sondages. En Europe, on a des lignes de force quand même beaucoup plus marquées, avec encore, je crois, une politique qui repose davantage sur les idées que sur les images. Aux États-Unis, on a un socle de valeurs communes, un socle de mythes aussi, d'illusions communes, et le président doit justement être le meilleur, celui qui gagnera l'élection sera le meilleur, à savoir celui qui arrivera à les mettre en mots, à les mettre en corps. Thomas Stengaroff, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Et ce steak est à vous. Je sais que vous rêvez de l'attaquer avec virilité.